Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Ce 31 août, c'est la journée mondiale du blog. Les blogs sont accessibles à tous et sont devenus indispensables aux individus et aux sociétés. On s'intéresse aujourd'hui au mode efficace de protection de son blog sur Internet. Les écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent devenir une source de problèmes en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? Les détails à suivre. La sortie de la nouvelle IAM nécessite au Bénin des rites et cultes qui mobilisent du monde. Quelle est la portée symbolique et métaphysique de ce tubécule? Adam Dienontin, chercheur en humanité classique, nous apportera des éléments de réponse. Bienvenue dans cette édition. Ce 31 août est une journée dédiée au blog. Le blog est ce type de site internet particulier qui peut être présenté comme une sorte de journal intime publié sur la toile et accessible aux internautes du monde entier. Dans le cadre de la journée mondiale du blog, une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'aspect sécuritaire. Peut-on sécuriser son blog? La réponse est oui. Mais comment procéder? Les réponses dans ce reportage de Rodrigue Babagweto et Donatien Falola. Grâce et Digital Marketer tient également un journal personnel en ligne depuis 2016. Un an après la création de son blog, elle est victime d'un événement fâcheux. C'était en novembre 2017 et je faisais déjà un an. Donc, je voulais faire l'anniversaire de mon blog, les 1 an du blog. Je me connecte à mon blog et puis voilà ce que je vois. Et là, il y a Hacked by. Sur la page d'accueil, des inscriptions dans un langage qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'a plus accès à son blog. Elle est victime d'un piratage. C'est vraiment épuisant en fait de perdre son site et tout ce qu'on a eu à faire pendant des années. Quand j'ai été piratée, j'ai perdu une partie du contenu. Pourtant, elle aurait pu éviter cela. Emmanuel est formateur en sécurité en ligne. Pour lui, la protection d'un blog est élémentaire. Il faut faire les mises à jour. Les pirates, les hackers, ils sont très forts. Ils génèrent souvent ce qu'on appelle les failles de sécurité. Quand on fait la mise à jour, ça permet en fait d'assurer une certaine sécurité sur le site. Maintenant, ça est beaucoup plus technique. Il y a des plugins qu'on installe, des extensions de sécurité qui peuvent en fait bloquer les connexions à votre blog. Il n'y a pas de sécurité fiable à 100%, mais par précaution, le mot d'ordre reste la vigilance. Le mieux à faire en fait, c'est d'être vraiment vigilant et d'utiliser des astuces, de renouveler souvent son mot de passe, d'éviter les Wi-Fi trop gratuits, les Wi-Fi publics surtout, où les gens peuvent facilement copier vos données ou pirater votre blog. Le blog est le reflet de la personnalité de son propriétaire. En assurant la sécurité de son blog, le blogueur se protège lui-même et protège ses lecteurs. Dans la rue, au bureau ou à la maison, les écrans sont présents partout. Télévision, ordinateur ou smartphone, ces écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent également devenir une source de problèmes, surtout en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? Élément de réponse dans ce reportage signé Cédric Soswagbo et Ulvaïs Balogun. L'avènement du numérique, notamment d'Internet et des smartphones ou objets connectés, constitue aujourd'hui un changement majeur dans les pratiques sociales. La question des écrans au sein de la famille devient alors préoccupante et parfois même source de tension. Le problème de l'utilisation des écrans est un problème de santé publique qui est souvent sous-estimé dans nos sociétés africaines. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, les écrans se retrouvent donc partout présents dans l'environnement familial et leurs usages font presque partie d'une routine quotidienne. Vous voyez chacun devant son petit écran de portable, de téléphone
Ou alors, si les parents ont des moyens, les enfants sont dans leur chambre avec leur écran de télévision. Les conséquences, c'est que les familles, les enfants sont éduqués par des inconnus. Chez moi à la maison, tu viens le soir, tu déposes ton portable, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, non. Dans le monde, environ 80% des jeunes utilisent leur smartphone durant les repas en famille et entre amis. On va passer à table, hein. Et 50% des parents avouent se laisser distraire par leur smartphone durant les échanges avec les enfants. Quand on utilise trop ces écrans les soirs dans les couples, il y a un certain rétrécissement en fait des voies du cerveau. La personne devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus incompréhensive, de moins en moins tolérante. Vous voyez un peu, donc tout ça déjà crée des troubles anthropologiques au sein du couple. L'enfant qui est addict aux écrans n'est plus concentré à l'école. Il y a que l'enfant développe une certaine agressivité envers ses pairs. L'enfant perd vite la patience. La place des écrans au sein des familles représente donc un enjeu de taille pour la parentalité contemporaine. On peut s'entendre entre conjoints, on va dire bon, voilà, si on revient, on mange, lors du repas, personne ne touche au téléphone, on fait le téléphone et on prend 30 minutes pour lire nos messages et après on prend le temps qui reste, peut-être 1 heure pour échanger entre nous, comment la journée a été. Cette organisation au niveau de chaque couple, c'est ça qui va faire qu'on sera bien debout, équilibré, on pourra être efficace dans tout ce que nous faisons dans la société. S'il est vrai que les écrans peuvent être intégrés dans une démarche éducative, notamment pour le développement de l'esprit critique ou ludique, il est aussi important de savoir limiter au maximum l'utilisation du téléphone en famille, de savoir se mettre en mode off et de profiter de l'instant présent et de ses proches. L'igname est un tubercule très prisé dans les communautés du Bénin. Sa sortie nécessite d'ailleurs des rites et cultes qui mobilisent du monde. Quelle est la portée symbolique et métaphysique de l'igname pour les communautés venues d'Ifé? Ardon Djenotin, chercheur en humanité classique, nous éclaire au micro de Arnaud Kodjo Adadja. Dans toute pratique humaine, il y a des symboles et ces symboles nous renvoient à des valeurs. Donc l'igname, au-delà du symbole d'unité qu'il incarne, l'igname retrace en réalité les 256 signes de Ifa. Donc, lorsque nous célébrons l'Igname, nous célébrons la fin d'un cycle de 256 jours. Et pour ceux qui connaissent l'importance de ce cycle-là, pour les descendants d'Ile Ife, ça se célèbre. Et au-delà de la célébration, comme je le disais, de ce cycle de 256 jours, il y a que nous rentrons dans une ère de restauration. Et donc c'est à partir de ce moment que les divinités mères qui gouvernent la civilisation au sein de notre tradition sont adorées. Et c'est en cette période qui revêt un caractère sacré et sacral qu'on offre des offrandes, qu'on fait des sacrifices, qu'on fait également des recherches pour mieux préparer l'année qui va arriver dans 128 jours. Donc nous, notre calendrier repose, comme je vous l'ai dit, sur le système IFA. Et donc l'IAM est un indicateur. C'est un indicateur précieux que la nature nous offre. Parce que, comme l'enfant dans le ventre de sa mère, l'IAM fait exactement 256 jours dans le ventre de la terre. Donc, il nous permet en réalité d'être un indicateur, un peu comme quand le soleil se lève, nous avons la certitude qu'il fait jour. Tour d'horizon de l'actualité au plan international, Eco-Inter porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja.
Profarm, c'est le nom de la première entreprise de fabrication de médicaments génériques qui vient de voir le jour au Burkina Faso. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement déboursé par un partenaire privé pour la réalisation du dit projet. À travers cet investissement, Cori Investi Group veut aider l'État burkinabé à atteindre son objectif, celui de combattre les faux médicaments rencontrés un peu partout en Afrique. Pour cette première usine de générique, Profarm a dû ajuster ses coûts. La marge bénéficiaire est d'autant plus faible que l'entreprise veut aussi respecter son engagement de responsabilité sociale. Avec la présence de 300 hommes d'affaires japonais et africains, la TICAD a servi de test pour la Tunisie. La 8e édition de la TICAD sur le développement en Afrique, qui a réuni cette année près de 48 pays, s'est achevée à Tunis ce dimanche. 30 milliards de dollars, c'est la promesse du Japon pour des financements de projets en Afrique sur une période de 3 ans. Pour la Tunisie, en pleine récession économique, il s'agit là d'une aubaine pour la relance des investissements et la conquête de nouveaux marchés. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise, il faut une nouvelle dynamique, car les enjeux sont énormes en termes d'attractivité des investissements directs japonais en des secteurs de très haute valeur ajoutée. Emmanuel Macron veut faire de l'histoire de la France avec l'Algérie un passé commun. Saisissant l'occasion de sa visite de 3 jours dans ce pays et notant qu'il est impossible de se débarrasser de ce passé, le chef d'État français a souligné qu'il est possible pour les 2 pays d'en faire un passé commun. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, Emmanuel Macron a déclaré que les 2 présidents ont décidé de commun accord de mandater ensemble une commission mixte d'historiens ouvrant les archives communes des 2 États et permettant de regarder l'ensemble de la période du début de la colonisation à la guerre de libération déterminante pour l'Algérie et la France, avec une volonté de travail libre et d'accès complet aux archives. Toujours à l'international, la Thaïlande et le Vietnam ont annoncé une entente historique afin de renforcer le poids sur le marché et augmenter les prix du riz. Cet accord est le fruit des échanges entamés depuis mai dernier. Il vise à permettre aux 2 pays, respectivement 2e et 3e plus grands exportateurs de riz au monde, de faire face à la hausse des coûts de production et améliorer les revenus des exploitants. Mais les 2 pays savent que la viabilité de l'alliance dépendra d'abord de l'Inde. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.